Très bien, bonjour à tous. Nous sommes ravis d'être avec vous ce matin pour cet atelier dédié au développement de l'industrie en Méditerranée, au développement des entreprises industrielles en Méditerranée. Un atelier qui aura trois objectifs. Le premier, c'est d'identifier les actions nécessaires pour développer les chaînes de valeur industrielles dans la région. Le deuxième, c'est d'identifier les évolutions nécessaires pour créer les conditions d'une augmentation des financements et des investissements dans les entreprises industrielles, encore une fois dans la région. Et le troisième, c'est d'encourager la coopération interacteurs pour, encore une fois, développer toute la chaîne de valeur industrielle. Nous serons ensemble pour encore 34 minutes très précisément. Et nous avons le grand plaisir d'accueillir quatre intervenants de grande qualité. Je vais commencer par Gilles Abensour. Vous êtes directeur général de Saint-Gobain Maroc. Saint-Gobain Maroc, c'est plus de 7 sites industriels dans le pays, plus de 900 collaborateurs. Donc une très belle et une très grande entreprise. Vous êtes également président du comité des conseillers au commerce extérieur de la France pour le Maroc, qui compte une quarantaine de membres. C'est une soixantaine de membres, c'est bien ça. Je vais corriger ma fiche. Également Éric Lefort, qui est le directeur général du groupe Premium, un grand partenaire de BPI France, fondé au Maroc, qui distribue des biens d'équipement dans 7 pays, dans 7 pays d'Afrique subsaharienne, donc une très belle entreprise. Également Yacine Choumi, qui est directeur Afrique du Nord, export Afrique du Nord pour le groupe Rani, qui est un des leaders en matière d'éclairage public en France, avec un fort développement sur le continent. Et Yves Delafont, qui est cofondateur du groupe de la Banque pour le commerce et l'industrie, et également président d'honneur d'Africa Link, qui est une très grande communauté, très active, très dynamique d'entrepreneurs de la région sud, du sud de la France, très active sur le continent. Donc voilà nos panélistes. Je ne sais pas si c'est possible d'applaudir pour encourager un peu, voilà. Prenez un peu de baume au cœur au démarrage. Très bien. Et je vous propose de commencer donc la discussion par Gilles, avec vous Gilles Abensour. Donc je vous disais, Saint-Gobain s'est réorganisé pour se rapprocher de ces marchés. Donc c'est réorganisé en créant Saint-Gobain Maroc autour de deux priorités, que sont l'habitat durable et l'accompagnement du secteur automobile. Donc quels ont été vos défis et quels sont selon vous les clés de succès? Très bien, merci. Vous m'entendez? Très bien. Donc effectivement, le groupe Saint-Gobain s'est réorganisé au niveau mondial en 2019. S'est réorganisé au niveau mondial en 2019 avec une stratégie qui consistait à séparer nos métiers en deux. Ce qu'on appelait les métiers mondiaux, qui étaient là pour accompagner des secteurs comme l'automobile ou l'aéronautique, et les métiers locaux, qui étaient essentiellement autour de la construction. Et donc on a coupé le groupe en deux avec une réorganisation qui donnait un pouvoir local, un CEO au niveau de chaque pays pour réorganiser les métiers mondiaux autour de l'habitat et le développement des secteurs mondiaux autour de l'aéronautique, automobile ou autres métiers mondiaux. Alors au Maroc, comment ça s'est passé? On a depuis 2010, fait l'acquisition de plusieurs entreprises, notamment dans les métiers du plâtre, avec Lafarge Placo Maroc, donc une JV entre le groupe Saint-Gobain et Lafarge, qui est sortie du plâtre, comme vous le savez, avec sa joint venture avec Holcim. On a développé aussi des usines de mortiers sous la marque Weber, de la distribution d'isolants tels qu'Isover. Et donc, on a créé cette entité qui s'appelle Saint-Gobain Maroc, qui aujourd'hui porte les métiers de la construction au Maroc. Alors, pour vous dire en quelques lignes, l'ambition de Saint-Gobain, c'est d'être le leader de la construction durable. Donc ça, c'est notre axe de développement. Et nous sommes le seul acteur qui fait l'enveloppe du bâtiment. Donc dans cette enveloppe du bâtiment, on va apporter du confort, on veut mettre en place des systèmes constructifs et de la construction légère. On est là pour innover et donc cela aussi à travers la data qui est très importante pour nous. On veut libérer le potentiel de la data pour restructurer notre manière de vendre dans le bâtiment. Donc ça, c'est les axes stratégiques qu'on s'est fixés. Toujours
dans le bâtiment, vous savez que 40% des émissions de CO2 sont dans le bâtiment. Beaucoup plus que l'industrie. Et l'objectif de Saint-Gobain est d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Au Maroc, nous estimons atteindre cette neutralité carbone en 2030. Nous avons des projets ambitieux. Bien sûr, cela fait partie de notre RSE. Mais comme vous le savez, l'État a décidé d'avoir des zones décarbonées, notamment à Kenitra, pour l'automobile. Je vais y revenir. Et donc tout cela nous permettrait d'arriver au Maroc à une décarbonation plus rapide que dans certains continents. On est aussi au niveau de cette stratégie sur le cycle de vie des produits, donc le recyclage, le cycle de vie des produits, et donc une économie circulaire. Pour accompagner tout ça, Saint-Gobain a créé son académie au Maroc, qui a pour objectif d'améliorer les modes constructifs et de former un ensemble d'opérateurs à ces modes constructifs qui permettront de faire évoluer les modes au Maroc et donc la consommation d'énergie dans les bâtiments au Maroc à terme. Donc nous avons un gros effort de formation qui est en cours, puisque l'académie a été inaugurée cette année. Donc, pour synthétiser sur ce pilier, avant que je passe au deuxième pilier qui est l'automobile, améliorer les modes constructifs, décarbonation, académie pour former un maximum de personnes, à utiliser non plus des produits, mais des systèmes constructifs qui permettent d'économiser de l'énergie dans le bâtiment. Notre ambition, c'est Making the World a Better Home et être le leader de l'habitat durable. Sur un autre axe, Saint-Gobain avait des métiers tels que le vitrage automobile, les abrasifs, ce qu'on appelle des métiers mondiaux. Et là-dessus, on a accompagné notamment Renault en 2011, quand ils se sont installés au Maroc, avec la création d'une société à Kenitra qui s'appelle Saint-Gobain Sécurité Maroc, qui a employé 150 personnes au démarrage et qui avait l'ambition de faire 300 000 vitrages automobiles pour le groupe Renault, puisque c'est à peu près la capacité qu'on avait pour Renault. L'histoire a bien changé, puisqu'on s'est retrouvé dans une situation où nous avons été attaqués sur nos marchés d'Europe du Sud par les Asiatiques, par les Turcs, et l'implantation marocaine qui était à la base juste un accompagnement du groupe Renault est devenue une implantation stratégique. Nous avons triplé la capacité de production et nous sommes passés de 300-400 000 à 1,3 million de carsets à Kenitra ou de vitrage automobile à Kenitra. Donc largement plus que la capacité de production du Maroc, puisqu'entre Renault et Peugeot aujourd'hui on est à 500 000 voitures. Nous on a installé une capacité d'1,3 million. Le groupe a investi plus de 80 millions d'euros à Kenitra et nous avons aujourd'hui 600 personnes qui travaillent à Kenitra dans le but d'accompagner la stratégie du secteur automobile dans la région d'Europe du Sud. Donc voilà comment on a pu arriver au Maroc avec une stratégie qui était d'accompagner un acteur. Et on a trouvé au Maroc, on va dire, la compétitivité qui nous permet de nous repositionner sur l'Europe du Sud. Chose très importante qui est en cours, c'est qu'on devrait avoir la zone de Kenitra, c'était le projet de Moulay Hafid El Alami, notre ancien ministre, on devait avoir la zone de Kenitra livrée en énergie verte décarbonée pour permettre d'avoir un véhicule à terme marocain décarboné. Et donc ça nous permettra d'être dans une position de compétitivité encore plus importante, puisqu'on a des coûts de production intéressants, mais certes, on va avoir une usine décarbonée, puisqu'on pourra avoir 90% d'énergie verte. Les accords sont en cours entre les différents ministères d'énergie, d'industrie et de l'intérieur, et devraient aboutir bientôt et nous mettre dans cette position de compétitivité extrêmement importante et intéressante vis-à-vis du groupe. Donc voilà ce que je voulais vous raconter. Je pense que je suis parfaitement dans les temps. Merci beaucoup Gilles. Donc Merci. vous soulignez la compétitivité du Maroc pour pouvoir vous redéployer en Europe du Sud. Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers Yacine Chinachoumi, qui, comme je vous le disais, est le directeur Afrique du Nord pour le groupe Rani, qui se développe très rapidement sur le continent, sur plusieurs marchés en Afrique subsaharienne. Donc Yacine, si vous pouvez nous parler un peu de l'approche du groupe dans la région, et même question, mais un peu les défis et les clés de succès. Écoutez, bonjour tout le monde. Merci à la présence
Merci spécialement pour cet ARGI, qui est un pionnier en fait, du domaine de l'électricité au Maroc. Juste pour vous faire un petit peu, vous donner une idée sur le groupe Rani, c'est un groupe, c'est un groupe familial qui existe depuis 94 ans, avec 6 unités de fabrication en France, une présence aux États-Unis, en Bosnie, un bureau de liaison au Maroc et dernièrement une filiale à Abidjan et une filiale au Bénin et une filiale aussi au Sénégal. L'idée en fait de l'implantation du groupe, c'est pas en fait une idée d'hier. C'était toujours dans le cœur de la stratégie du groupe, parce qu'en fait, on sait pertinemment que pour réussir son business dans un pays, il faut vraiment être présent et avec des partenaires qui maîtrisent le marché. Donc ça, c'est vraiment la première contrainte qui était toujours, qu'on était toujours en fait à la recherche de partenaires qui vraiment maîtrisent leur marché. Deuxième, c'est le potentiel aussi du marché. Donc dernièrement, on a vu qu'il y a vraiment un potentiel énorme dans certains pays, notamment la Côte d'Ivoire, le Sénégal, qui s'orientent vers de l'électrification universelle, donc qui s'investissent massivement dans tout ce qui est réseau, éclairage public et tout ce qui est infrastructure électrique. Donc nous, on vient vraiment pour essayer un petit peu de les aider à réussir ce défi. Et troisième des choses, tout à l'heure, en fait, on parlait de travail relationnel et de relations de travail. Donc, vraiment les deux ingrédients importants pour réussir son business, surtout en Afrique, c'est essayer au fait de se donner tous les moyens nécessaires, que ce soit avec le partenaire local, que ce soit en ressources humaines, que ce soit en ressources financières, pour essayer un petit peu disons, de réussir une présence le plus longtemps possible. L'idée, ce n'est pas juste de venir s'implanter pour faire un projet et disparaître, mais l'idée, en fait, c'est de peut-être, dans un premier temps, comme en fait on vient d'entendre, c'est de faire des beaux projets, mais pourquoi pas en fait ne pas réussir en fait une présence le plus longtemps possible. Donc c'est notre cas en fait. Je vous donne l'exemple du projet du Sénégal qu'on vient de remporter. En fait, c'est 36 000 points solaires qu'on va implanter sur 3 ans. Et donc, c'était l'élément déclencheur au Sénégal pour en fait monter une filiale, faire de transfert de technologie et pourquoi pas, dans un avenir proche, monter une unité de fabrication ou un certain niveau d'intégration localement pour essayer un petit peu de s'en servir du marché sénégalais pour couvrir toute la sous-région. Donc, il y a beaucoup de défis, mais ils ne sont pas insurmontables. Il faut avoir du courage, comme on a entendu ce matin dans le mot de l'ouverture. Il faut essayer un petit peu de prendre son temps pour essayer de réunir tous les ingrédients pour pouvoir réussir son implantation. Parce que je pense que c'est mieux qu'on prend notre temps pour mieux faire les choses que de se précipiter et en fin de compte, disons, passer à côté peut-être d'une belle opportunité. Donc nous, en fait, c'était toujours le cas du groupe Rani en fait, de s'implanter en Afrique. On continue toujours à travailler énormément sur certains pays comme le Gabon, comme le Niger, en fait toute la zone Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. Mais cela n'empêche en fait que la décision de s'implanter, on ne la prend pas à la hâte. C'est une décision très réfléchie, comme je vous ai dit, donc qui doit respecter un certain nombre d'éléments pour pouvoir vraiment la réussir. Et voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Yacine. Donc, c'est parfaitement dans les temps. Je vois que tout le monde est bien préparé. Donc, je retiens une implantation dans la durée, création de filiales, transfert de technologie, transfert de compétences. Très bien, merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers Eric Lefort, donc, comme je vous le disais, dirige le groupe Premium, qui distribue des biens d'équipement dans 7 pays d'Afrique, dans plusieurs secteurs, hein, les mines, le BTP, la logistique, avec un portefeuille de marques connues et reconnues. Donc même question, oui. Quels ont été vos défis dans le développement commercial, mais pas que. Également, quelles sont selon vous les clés de succès? Bien, merci pour l'invitation déjà. Donc nous, effectivement, on est un groupe de distribution de biens d'équipement historiquement marocain. Donc au Maroc, on a démarré il y a une trentaine d'années en distribuant des chariots élévateurs, puis on s'est lancé dans les bâtiments électropublics, dans les équipements agricoles et puis ensuite dans les équipements miniers. Et puis on a bien grandi puisqu'on est passé en 20 ans de 25 millions de chiffre d'affaires à 1 milliard.
Donc ça nous a vraiment amené de très très belles croissances et on s'est dit qu'on pouvait aller tenter l'expérience dans les pays plus au sud. La difficulté dans nos métiers, c'est d'avoir les cartes que l'on représente au Maroc, de pouvoir les déployer ensuite sur les autres pays. Donc il a fallu discuter avec les différents fabricants que l'on représente sur les opportunités qu'il existait en Afrique de l'Ouest. Ça prend quelques années. Et puis on a décidé en 2013 d'ouvrir une filiale au Sénégal. Et puis en 2014 d'en ouvrir une autre en Côte d'Ivoire. Et assez rapidement, dès 2015, on s'est rendu compte que financièrement, ça serait un peu compliqué de pouvoir assurer le développement de cet ensemble-là. Parce que les investissements dans nos métiers sont lourds. Il faut beaucoup de BFR, des stocks importants, des machines qui coûtent cher. Et puis toujours accorder de l'argent et du crédit aux clients. Métier que vous connaissez mieux que le mien, mais en tout cas qui nous amène sur certains à faire le métier en commun. Absolument. Puis grâce à BP Finance, on a bien grandi. Ça, je vais en parler plus tard. Et donc dès 2016, on a décidé d'ouvrir notre capital. Donc on a fait rentrer un fonds d'investissement qui s'appelle la Métis, qui est un fonds spécialisé sur l'Afrique et qui a injecté 30 millions d'euros dans notre projet. Et à partir de là, au même moment, on a eu l'occasion de pouvoir acheter un réseau de distribution de camions qui était présent sur toute l'Afrique de l'Ouest et qui appartenait à un groupe qui a fait faillite, qui s'appelait Necotrans. Et au tribunal de commerce de Paris, on a, avec le groupe Bolloré, des Sud-Africains et des Libanais, racheté tout le périmètre Necotrans et chacun est reparti avec la part qui l'intéressait. Et donc dès lors, on s'est retrouvé projeté très vite sur 6 pays à devoir intégrer ce réseau dans notre groupe et puis développer nos métiers dans ce réseau-là, ce qui a été un très très gros travail de 2018 à 2019. Et donc les gros challenges ont été de trouver les hommes, parce que quand vous arrivez comme ça et que vous êtes le dernier acteur dans un marché qui est structuré, qui existe depuis de nombreuses années et pour lequel vous n'êtes pas attendu, il faut trouver des races de dirigeants qui sont des entrepreneurs. Et ça c'est le gros challenge. Je peux trouver des gens qui sont salariés de grands groupes, on en a trouvé beaucoup, mais qui ont cette fibre entrepreneuriale comme celle que Gilles a eue, lui, au sein de Saint-Gobain, puisqu'il est parti de rien à développer le groupe Saint-Gobain, donc on peut dire que c'est un intrapreneur. Nous, c'est à peu près le même genre de profil qu'on cherchait, avec l'envie de se démarquer, l'envie d'aller expliquer qu'on était petit mais qu'on allait devenir grand. Et ça, c'était donc le premier grand défi. Le deuxième grand défi que l'on a, c'est, comme on vend des biens d'équipement, c'est de trouver des banquiers qui financent nos clients. Parce que c'est un peu le métier difficile d'un banquier, je peux le concevoir, c'est de regarder dans le rétroviseur, puisqu'on analyse les bilans passés, alors que l'avenir est devant, et donc d'être capable de pouvoir faire des arbitrages en disant l'entreprise a été mais deviendra, et prendre des risques sur ce que l'entreprise va devenir. Les métiers dans lesquels on est, les pays dans lesquels nous sommes sont des pays qui émergent, donc qui ont besoin de gros investissements pour réaliser de nouvelles infrastructures. Vous parliez justement du développement de tout ce qui était éclairage, ça veut dire injecter. Donc une entreprise qui va pouvoir répondre à ses besoins a besoin d'avoir des ressources pour le faire et elle n'a pas eu forcément l'occasion de le faire par le passé. Donc c'est cette double lecture qui est complexe. Et l'environnement bancaire est assez conservateur. Donc on a beaucoup de mal nous, aujourd'hui à pouvoir répondre aux besoins. Le besoin est vraiment très très important. Ce matin dans la conférence, ils évoquaient le besoin d'investissement qui est de 100 milliards. C'est gigantesque dans nos pays partout pour faire des routes, des autoroutes, amener l'électricité, du barrage, améliorer les villes et développer les villes. Donc tout ça nécessite beaucoup d'argent, ce qu'il manque. Donc grâce à vous, parce que ça, je peux quand même apporter ce témoignage d'une entreprise marocaine qui a créé une filiale en France pour pouvoir vendre et distribuer des produits français sur les différents pays. BPI Finance est un très 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 gros accompagnateur, puisqu'on sait aujourd'hui nous proposer à tous nos clients dans tous les pays d'Afrique subsaharienne et au Maroc aussi. Un petit risque sur le change, mais en tout cas, le Maroc, c'est aussi quelque chose qui émerge. Des financements français à des coûts très très compétitifs pour pouvoir s'équiper, se moderniser dans les différents pays. Donc on a vendu des flottes de camions. Par exemple, au Bénin, on a vendu 100 camions poubelles à l'État béninois pour pouvoir changer complètement la physionomie de Cotonou. Donc maintenant, Cotonou est une ville propre. J'y étais il y a 2 semaines et on a vu nos camions circuler, leurs camions entretenus par nous, circuler partout dans toutes les villes de Cotonou et rendre la ville vraiment propre. On a pu financer aussi des grosses flottes de camions au Burkina Faso, au Mali, en Guinée. Et aussi des gens qui sont dans les travaux publics qui ont besoin de s'équiper pour pouvoir répondre à des gros appels d'offres qu'ils ont gagnés. Donc voilà, cette synergie finance, équipement est vraiment très très forte. Et de l'autre côté, encore plus en amont, le fait de pouvoir apporter des financements aux entreprises, aux États pour qu'ils modernisent est un élément qui est très très important. Voilà. Donc nos défis à nous aujourd'hui, c'est de trouver des entreprises, des hommes entreprenants et trouver de l'argent pour pouvoir apporter des réponses aux besoins de nos clients qui sont de plus en plus demandeurs de produits de qualité et arrêter d'apporter des machines d'occasion qui ont 50 ans. L'autre aspect, c'est qu'il faut qu'on y réponde assez rapidement parce qu'on voit que les Chinois viennent en force avec la double solution, les produits et les financements. Donc c'est un marché sur lequel il faut réagir très fortement. Donc voilà les gros défis. Maintenant, comment on les adresse ? On les adresse en étant très agressifs au quotidien, en étant figés sur nos méthodes et nos principes, parce qu'on essaie d'avoir des méthodes claires et bien écrites
et qu'on essaie d'exécuter dans la meilleure dimension pour pouvoir, jour après jour, conquérir les clients et leur montrer qu'on est là pour longtemps. Voilà. La difficulté, c'est de le faire sur 7 pays de front. On aurait mieux le faire 1, puis 2, puis 3, mais non, les 7 nous obligent à aller très vite. Voilà le partage. C'est pas une petite ambition et un petit défi. Non, c'est une belle aventure. Très bien, merci beaucoup Eric. Merci à vous. De défi, moi ce que je retiens surtout dans ce que vous dites, c'est la nécessité de s'entourer de collaborateurs avec une âme d'entrepreneur. Absolument, ça c'est la clé. C'est toute l'idée de cet événement aussi, c'est de fédérer toutes celles et ceux avec une âme d'entrepreneur et libérer l'esprit d'entreprendre. Et le deuxième défi fondamental, c'est mentionné, celui du financement, Oui. ce qui est une transition parfaite pour notre dernier intervenant. Yves Delafont, donc Yves Delafont qui, je le répète, est le cofondateur du groupe Banque pour le commerce et l'industrie, présent dans 4 pays, c'est ça Yves? Actuellement pour l'instant, oui. Et pour l'instant, et également président d'honneur de la communauté Africa Link. Et du coup, pour parler financement, Yves, je pense qu'on Oui. peut... Alors, si d'abord, tu peux nous livrer ta vision en matière de financement des bonjour à PME. tous, merci Arnaud. Moi je retiens déjà de ce que j'ai entendu, c'est l'importance du facteur humain et d'ensemble. Et s'il n'y a pas ça, plus le côté entrepreneuriat, ça ne marche pas. Alors après, c'est vrai que financement. Alors, que dire sur aujourd'hui les financements? Si on prend globalement, mondialement, il y a de l'argent partout. Ça tourne autour du monde et ça cherche à se poser quelque part. Le problème, c'est que ça se pose où? Si on prend des grands investissements infrastructures, on se rend compte qu'il y a une course à l'échalote de la plupart des grands pays, des grands groupes, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou ailleurs. C'est à coût de centaines de milliards qu'on se dispute notre présence sur ce continent. Parce que tout le monde se rend compte que le prochain moteur de la croissance économique, la croissance mondiale, il est ici, sur notre continent, ici. Et donc on voit 150 milliards de l'Union européenne, 600 milliards évoqués par Joe Biden au G7, 60 ou 100 milliards des Chinois pour les nouvelles routes de la soie. Et tout le monde est en train d'en rajouter. Donc de l'argent, il y en a. Les infrastructures, je pense que ça s'est enclenché. Et donc ça, c'est au niveau macro. Et c'est extrêmement important parce qu'il n'y a pas de développement sans infrastructure. Au niveau des grands groupes, il y a cette grand groupe ETI, il y a aussi cette prise de conscience, un développement très fort qui vient de nos concurrents, mais aussi de nous-mêmes dans cette relation Europe-Afrique. Je dirais qu'il n'y a pas trop de difficultés. On a des soutiens en France comme BPI et bien d'autres, les grands groupes ou les ETI trouvent du financement. Et pour moi, le vrai cœur de la discussion, de la difficulté, c'est la PME. Ces entreprises qui sont petites aujourd'hui, qui sont les grands de demain et qui n'ont pas accès au financement. Ça, il faut le dire. En tant que banquier, mais tous mes confrères ne financent pas la PME. Peut-être un petit peu plus au Maroc, qui a une certaine avance, mais dans le reste de l'Afrique subsaharienne, nous ne finançons pas les PME. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de garantie, un problème de crédibilité, un problème de risque beaucoup trop élevé. Sachant qu'en plus, nous manquons de ressources sur le continent parce que les principales ressources vont plutôt sur l'Asie, l'Europe, les États-Unis. Donc on a des taux très élevés parce que manque de ressources financières et risque important. Donc des taux extrêmement élevés qui n'ont rien à voir avec ceux qu'on trouve en Europe. Et donc on ne peut pas financer la PME. Alors quel est l'outil qu'on peut imaginer? Elle doit se débrouiller toute seule, à moins d'avoir un papa, un oncle qui apporte sa garantie. Il n'y a pas. Et il y a un trou dans la raquette, si vous voulez. C'est qu'entre 50 000 euros, qui est le love money, et le million, qui est la première éventuelle étape où on a des interlocuteurs, et je dirais que c'est plus 3, 4, 5, 10 millions, si vous avez un projet à 10 millions aujourd'hui en Afrique, vous avez 10 interlocuteurs. Je ne dis pas que vous allez les avoir. Et encore mieux à 40 ou 50 millions. Par contre, si vous avez un besoin à 200, 300, 400 000, il n'y a personne. Et c'est dramatique parce qu'il n'y aura pas de développement périn et il n'y a pas de poursuite du développement dans nos pays en Europe sans un tissu de PME, TPE. Et ça, tout le monde le sait, tout le monde le dit, mais on n'a pas trouvé l'outil. Et l'outil, c'est la garantie. C'est soit quelqu'un qui accepte de prendre le risque, alors là, je le dis entre nous, bien entendu, mais la banque, l'institution bancaire, est la dernière entreprise qui prend du risque. Il faut le dire. Nous ne sommes pas faits pour prendre du risque.
D'abord parce que ce n'est pas notre argent, et deuxièmement parce que nous avons un cadre réglementaire de banque centrale qui nous impose des ratios, des quotas, des niveaux qui nous interdisent de prendre certains risques. Alors je suis un peu caricatural parce que heureusement on prend quelques risques, mais il n'y a pas pire refus de risque que dans une banque. Alors, il y a ça, ce trou dans la raquette, comment on peut le résoudre? Et en plus, je dirais que nos banques, un peu moins au Maroc, mais je parle du continent, n'ont pas une grande expérience de la PME. On n'a pas les ressources humaines pour gérer des dossiers PME. Il faut qu'on apprenne. Alors, on ne sait pas le faire, on ne les prend pas parce que c'est un très gros risque. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et on fait des grandes déclarations sur le financement de la PME, mais elle n'est pas financée. Deux solutions, à notre avis. Alors, tout à l'heure, on évoquait Africa Link. Alors, je suis ancien président d'Africa Link, mais le nouveau président d'Africa Link est là. Il y parlera tout à l'heure. Il en parlera encore mieux que moi. Mais, première solution, c'est ce partenariat, cet ensemble qu'on évoquait tout à l'heure. Nos entreprises européennes ont de l'argent. Et quand elles n'en ont pas, on va le chercher chez BPI ou chez nos banquiers. Mais on a de l'argent. Trouver 300 000 € pour une PME qui fonctionne correctement en France, ou 400 ou 500, c'est pas compliqué si le projet est bien monté. Donc l'idée, c'est le partenariat. Une entreprise européenne s'associe avec une entreprise africaine et se développe de cette façon-là. On est capable, nous, PME, de prendre des risques. On le fait. On sait le faire. Et c'est le premier point de financement de ce trou dans la raquette. 200, 300, 400, 500 000 €. Parce qu'il y aura beaucoup de grands en Afrique, et ce sont des petits aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose que nos concurrents, et je pense en particulier aux Chinois, ne savent pas faire. Cette proximité culturelle, cette appétence pour l'autre, on a cet avantage parce que, on l'évoquait tout à l'heure, nous avons une histoire commune et nous avons un futur évidemment commun. Et je le dis souvent d'ailleurs, le continent africain a le choix de partenaires maintenant. Il y en a plein qui veulent venir et qui veulent investir. Nous, Européens, nous n'avons qu'une seule Afrique. Et si on la loupe, on est mort. Voilà, donc je disais, premier point de financement, c'est le lien entre nous, et c'est la vocation d'Africa Link, de mettre ensemble des entreprises, des PME d'Afrique et d'Europe pour aboutir à des partenariats. La deuxième solution, mais elle est à inventer, c'est la garantie. Sans garantie, il n'y a pas de financement. Et les États font quelques efforts dans plusieurs pays, un peu partout, pour dire on peut vous garantir jusqu'à 50%, voire 75% si c'est un projet femme. Mais en tant que banquier à 50%, il reste 50% de risque. Donc l'idée, c'est d'arriver à imaginer un fonds de garantie qui est abondé par... tout le monde peut abonder ça, que ce soit la Banque mondiale, l'AFD ou d'autres. Et c'est des montants qui sont assez faibles, et d'arriver à créer quelque chose qui permette d'identifier les porteurs de projets, de les valider, de les accompagner, de les parrainer, pour déjà sélectionner tous ceux qui ont le plus de chances de réussite, et ensuite de l'apporter au secteur bancaire qui pourra financer parce qu'il y aura une garantie derrière sur ce fonds de garantie. Alors il y aura de l'échec, il y aura de la perte, mais c'est insignifiant par rapport aux sommes qui sont en jeu. Donc il y a travailler ensemble, les PME ensemble, et deux, être innovants dans nos nouveaux systèmes de financement. Voilà, très rapidement, le groupe Banque Pro Commerce et l'Industrie est un groupe africain. Notre siège est à Nouakchott, c'est assez original, et on est au Sénégal, au Mali et en Guinée, bientôt dans 2 autres pays. Et en tant que Fondasol aussi, puisque je représente aussi Fondasol, on est présent au Maroc où on a créé une filiale, et au Sénégal on a aussi créé une filiale, avant d'en envisager d'autres. Donc on a cette expérience de la complexité de la création d'entreprises dans nos territoires, dans nos pays. Voilà, merci. Merci, je pense qu'on peut l'applaudir. On peut applaudir tous nos intervenants d'ailleurs. Merci beaucoup Yves. Donc un appel pour le développement de la co-entreprise, de joint ventures. Donc, ça s'inscrit dans ce que disait Yacine, hein, transfert de compétences, approche locale, de long terme. Tu mentionnais justement le risque et du coup la perception du risque en mentionnant que les banques étaient averses au risque. Mais justement, est-ce que tu ne penses pas que cette perception elle est un peu surévaluée? Alors oui, d'abord parce que nous ne connaissons pas le continent. Nos entreprises européennes et donc françaises ne connaissent pas assez le continent et qu'on parle tout le temps des trains qui arrivent en retard, pas ceux qui sont à l'heure. Et on a
à revoir totalement notre perception du continent, de ce potentiel et de ses réalités aujourd'hui. Je veux dire, tout à l'heure, Mohamed Yaha, le PDG de Morilog mauritanien, parlait tout à l'heure. Remarquable réussite. Vous rentrez chez lui, vous êtes dans n'importe quelle entreprise américaine, française, européenne. C'est d'une qualité, d'un sérieux et d'une réussite. On ne le sait pas, toutes ces réussites. Il y en a plein. On le voit en Côte d'Ivoire, tu connais ça encore mieux que moi. Des réussites absolument incroyables. Et ça, on n'en parle pas assez. Les compétences. Quand je parlais de partenariat tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut apporter, nous, Européens? De l'argent. Tout est relatif, mais nous avons de l'argent. On a de la rigueur et de l'organisation. Alors, elle est ici, au Maroc, beaucoup plus qu'ailleurs, et ça, c'est clair. Par contre, dans beaucoup de nos pays africains, on manque de rigueur, d'organisation. C'est une réalité, et c'est un frein. Et probablement du savoir-faire et du réseau, de la crédibilité. Par contre, nos partenaires, nous, qui sommes partenaires africains, qu'est-ce qu'on a? On a la connaissance du pays, de la culture, de la résilience, le travail, les compétences. Et c'est ça ce nouveau partenariat. Qu'est-ce que nous pouvons apporter qui est réel et qu'est-ce que notre partenaire en face peut apporter et qui est réel? On n'en parle plus, on n'en parle pas assez. Il faut parler de cette extraordinaire aventure africaine. L'Afrique est là, elle prend sa place et c'est le prochain moteur de la croissance mondiale. Et ça marchera que s'il y a des PME, un réseau de PME dense, diversifié, profond dans tous les domaines pour créer ces chaînes de valeur qu'on évoquait tout à l'heure. Merci beaucoup Yves. Je regarde la montre, malheureusement nous n'avons que 35 minutes, on pourrait continuer des heures sur ce sujet tant il est complexe et passionnant. Je vous propose d'utiliser les 3 minutes qu'il nous reste pour prendre 2 à 3 questions. Bonjour, Abdelaziz Tarji, je suis industriel dans l'électricité, je suis fabricant de transformateurs moyenne tension et groupe électrogène et groupe motopompe. Et nous sommes également dans les énergies renouvelables. J'ai vu vraiment des interventions très intéressantes. Je commence par la distribution qui est très importante. Bravo pour vraiment la croissance que vous avez faite. Et je pense qu'on peut faire des choses ensemble en tant qu'industriels et vous distributeurs. Il y a des choses à faire ensemble. Pour ce qui est de notre ami Saint-Gobain, c'est une belle entreprise de tous les temps. Et ce que vous avez fait au Maroc est extraordinaire. Et je pense qu'il y a des choses à faire ensemble pour arriver à ce que vous attendez, pour arriver au résultat de la décarbonation. Nous pouvons vous accompagner, on peut faire des choses ensemble. Pour la finance, vous avez tout dit, Monsieur le Président, et je pense qu'il va falloir des finances, c'est vrai, pour les PME, c'est vrai. Pour l'éclairage public, dans le domaine du solaire, il y a énormément à faire au Maroc et Afrique, et je pense que là aussi, il y a des partenariats à faire dans ce domaine. Moi, peut-être faire juste un commentaire, ce que vous disiez en conclusion. Je pense que c'est très important de partager des réussites, parce que beaucoup de gens ont un a priori. Et certaines fois, l'échelle temps est courte. Je disais à Eric, nous, dans les multinationales, notre échelle temps est de 3 ans maximum pour réussir un projet. Et si on n'y va pas accompagné avec des gens qui nous racontent des réussites et qu'on fait le bon choix dès le premier coup, on n'aura pas une deuxième chance. Voilà mon commentaire. Une fois l'importance de l'accompagnement. Peut-être une chose, Abdelaziz, je n'ai pas entendu le début, mais je ne sais pas si tu t'es présenté, mais voilà une très belle réussite qu'il faut faire connaître, partager, parce que c'est un groupe industriel qui se développe, qui va ailleurs qu'au Maroc, et c'est remarquable. Et je dirais, Hicham El Merini, pareil, ce pont entre le Maroc et la France qu'il a développé dans des secteurs extrêmement pointus, mais il faut le faire savoir. C'est superbe. Peut-être, alors je regarde le chronomètre, une dernière question, je suis vraiment désolé. Oui. Oui, bonjour, merci pour la qualité des interventions, c'était vraiment remarquable. Et oui, vous m'entendez? Oui.
Alors, il y a un type d'acteur dont on n'a pas assez parlé. Moi, je travaille pour un incubateur français et panafricain qui s'appelle Bondinov et qui fait souvent le lien entre les entrepreneurs et les investisseurs ou tout type de financement qui peuvent convenir. Vous parliez tout à l'heure de sélectionner des entrepreneurs, de les accompagner avant de les présenter à des types de financement qui peuvent être adaptés. Comment vous voyez aujourd'hui la place des incubateurs dans ce rôle un peu de dynamisation, des entrepreneurs et de leur accès au financement? Je réponds. Oui, ben vous êtes la première étape en fait. C'est cet amorçage. Parce que je parlais surtout de la phase de développement. L'amorçage, il est facile. Un peu d'argent de famille, d'amis, d'institutionnels régionaux qui financent un lieu. Et on le voit partout dans toute l'Afrique d'ailleurs, ces incubateurs Mais c'est après la difficulté. Ce n'est pas la première partie. C'est ensuite que ça vient. Et je vois, nous travaillons par exemple beaucoup avec Emerging Valley, avec Samir Abdelkrim, qui doit parler peut-être maintenant ou tout à l'heure, et qui fait un travail remarquable aussi. Qui est un des meilleurs connaisseurs des start-up africaines. Mais c'est après le problème. C'est quand vous avez déjà commencé et qu'il vous faut maintenant 100 000 balles, 200, 300, 400, 500, qui est la première phase de développement. Après, vous passerez au million. Et là, c'est plus facile. Mais c'est là où cette vallée de la mort est terrible. Très bien, écoutez, ça sera le mot de la fin. Je vous propose d'applaudir chaleureusement nos intervenants.